Carte sur table. Carte sur table. Prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 8 avril de l'année 2018. Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver sur les différents canaux de diffusion du groupe de presse Le Matinal en direct des studios de Aussi FM. Voici votre émission sociopolitique Carte sur table. Feu président Mathieu Kérékou l'avait si bien dit, la gestion d'un pays comme le Bénin n'est pas chose aisée. En prenant les rênes du pouvoir en avril 2016, dans un contexte de grands défis à relever pour remettre le Bénin sur les rails, Patrice Talon avait pris un pari risqué mais courageux. Il a annoncé un vaste programme de reconstruction du pays, la lutte contre la corruption, la fraude, l'impunité et en faisant du social une des priorités de son action. Après 2 ans, où en sommes-nous? Qu'est-ce que le régime du nouveau départ a réalisé ou accompli pendant ces 2 années de gouvernance? Dans quelle proportion le président Talon a-t-il respecté ses engagements électoraux au regard du programme d'action du gouvernement? Aurait-il pu mieux faire? En avait-il les moyens? Des personnalités et non des moindres dans ce studio pour débattre de l'empreinte de Patrice Talon dans la gestion du Bénin. Monsieur Auguste Bétillon-Villegla, professeur d'université, président du parti Le Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision, représentant bien sûr la mouvance présidentielle sur ce plateau. Et puis, monsieur le président Irénée Agossa, président du parti Les Nationalistes, qui va porter son regard d'opposant sur le mode de gouvernance du régime du président Patrice Talon. Monsieur, mes chers invités, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que cette émission est relayée sur Urban FM de Parakou pour les auditeurs du Nord. Elle est également regardée sur Océan Télévision et puis suivie dans le monde entier grâce à l'application Océan FM 42.6 téléchargée dans Play Store. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. C'est bien une émission spéciale Carte sur table. Bienvenue à vous tous. Alors, mesdames et messieurs, rebonjour. Je rappelle à toutes fins utiles que dans cette émission, vous aurez donc la ligne pour intervenir dans cette émission. Patrice Talon, je l'avais dit tantôt, donc a fêté ses 2 ans à la tête du pays depuis le 6 avril dernier, à mi-chemin de ce mandat de 5 ans. Eh bien, les Béninois sont entre déception, doute et espoir, mais le chef de l'État se veut rassurant, j'allais dire, à l'occasion, bien sûr, de ces 2 années à la tête du pays. Le président Patrice Talon a même écrit sur sa page Facebook, je cite, « Les nombreuses réformes engagées et les actions initiées depuis 2 ans nous rassurent que nous sommes dans la bonne direction. » Fin de citation. Alors, monsieur le président Auguste Villegla, êtes-vous d'accord avec ces propos du président Patrice Talon? Mais absolument d'accord. Parce que avant de rentrer dans le vif du sujet, oui, il faut dire que toute œuvre humaine, tout ce que nous souhaitons construire de bien, de durable dans la vie, nécessite une approche méthodologique. Alors, au lendemain du 6 avril 2016, il a fallu d'abord faire l'état des lieux. Dans quelle situation se trouvait notre pays au 7 avril? Alors, le diagnostic fait, notre pays était déstructuré, sans aucune vision prospective pour l'avenir, et il fallait en ce moment commencer d'abord un travail de diagnostic général. Après le diagnostic général, il fallait établir un plan d'action qui permette au gouvernement, à court, moyen et long terme, de jeter les bases du développement de notre pays sur des programmes véritablement clairs et qui touchent l'ensemble des couches socio-économiques de notre pays. D'où le programme d'action du gouvernement. Après l'adoption du PAG, un certain nombre de mécanismes devaient être mis en place pour aujourd'hui jeter les bases véritablement du décollage de notre pays. Et la locomotive est en marche et notre pays bientôt va véritablement entrer dans le concert des nations en Afrique comme dans le monde. Alors, monsieur le président Irénée Agossa, est-ce que nous sommes dans la bonne direction comme l'a si bien dit le chef de l'État? Je crois que le problème qui se pose est un problème sérieux et qu'il va falloir prendre les dispositions sérieuses pour faire face au problème de la gouvernance actuelle. Et nous avons suivi, et tout à l'heure, vous avez posé la même question à mon
contradicteur en face. Et il a commencé par le fait que le pays était déstructuré. Parce que si vous faites un mauvais diagnostic, vous êtes totalement, vous serez d'un autre côté. Vous n'allez pas aborder les solutions réelles du pays. Donc le Bénin n'est pas un pays qui sortait d'une catastrophe, d'une situation catastrophique. Je n'ai pas dit que nous allons quitter un séisme. Nous n'avons pas une situation aussi déstructurée qu'ils le disent, parce qu'il faut le dire sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan politique. Nous avons une alternance régulière dans le pays sur le plan politique. Donc ce qui était clair, il y avait ses faiblesses, mais il y avait une alternance qui a permis d'ailleurs au président Talon d'être là. Donc politiquement, c'était pas déstructuré. Les institutions fonctionnaient et vous êtes arrivé voir un pays avec des institutions qui fonctionnent. Alors qu'est-ce qu'on me dit déstructuré? Sur le plan je veux dire économique, le pays était autour, avec une croissance bien sûr confirmée, qui était autour de 4,5%. On n'a pas une croissance à zéro. Donc, qu'on me dise que c'est déstructuré, je ne sais pas. Et quand vous voyez au niveau des banques, les banques fonctionnaient. On payait les salaires dans le pays. L'investissement au niveau des infrastructures, l'investissement public tenait. Il y avait des infrastructures, il y a des chantiers en cours. Donc, mais pourtant, il y avait encore des choses à faire. Donc, il y a des choses à faire. Il fallait simplement se mettre dans les dispositions pour continuer le travail qui a été abordé. Mieux, ils ne font pas quelque chose d'extraordinaire, puisque nous allons entrer dedans maintenant. Vous allez voir qu'ils ont repris avec le microcrédit, ils ont repris avec beaucoup de choses qui se passaient, parce que simplement, c'était dans la droite ligne. Donc, perdre le temps en faisant un mauvais diagnostic, en faisant une propagande, une mauvaise propagande, c'est le propre des gouvernements africains et surtout béninois. Dire que tout ce qu'on a fait est mauvais et revenir sur les mêmes études qui ont été faites et reprendre les choses et cette fois-ci mal, c'est ça qui tue notre pays et c'est ça qui crée le problème que nous avons dans notre pays. C'est pourquoi d'ailleurs qu'on dit que nous avons espoir. L'espoir n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Nous sommes inquiétés. Comme le dit le fond, mais ça nous est diacon midi. C'est-à-dire que c'est plus compliqué, d'autant plus que le diagnostic a été mal fait et on est resté dans la structure négative de la pensée en disant que tout est mauvais. Et c'est maintenant qu'il veut mettre le pays sur orbite. Et maintenant qu'il veut mettre le Bénin sur orbite. Depuis 90, nous étions déjà sur orbite. Il faut dire que nous avons les moyens et c'est qu'il fallait simplement continuer et faire et ne pas perdre le temps et évoluer. Et vous allez voir que les choses allaient s'améliorer progressivement. Monsieur Auguste, pour rebondir, je pense que mon vis-à-vis, monsieur René, n'est pas dans l'économie de la vérité. Vous savez, même les pays développés aujourd'hui, vous voyez Macron arriver en France, entamer des réformes tout azimut pour redresser l'image de la France, tant sur le plan politique, économique que social. On ne peut pas, un pays pauvre comme le Bénin, dans le concert des nations, qui n'est pas capable aujourd'hui d'affirmer sa souveraineté, il fallait faire des réformes profondes. Ces réformes profondes, aucun gouvernement n'a jamais eu le courage de les faire. Aujourd'hui, c'est chose faite. Si le pays était déstructuré, c'est parce qu'il n'y avait pas eu de courage politique depuis les indépendances pour entamer des réformes profondes pour transformer notre société et poser les bases d'un développement durable. Voilà en fait le fond du diagnostic. Vous dites que des choses étaient faites, des microcrédits où des gens se détournent de l'argent, des administrateurs qui profitent du système de microcrédit pour détourner de l'argent, ou lorsqu'on distribue de l'argent aux citoyens d'une manière aussi aléatoire et aussi informelle. Non. Le projet Arche est un projet bâti sur un socle. Et nous allons venir dans les détails plus tard, qui permettent désormais d'avoir un système de microfinance véritablement moderne et qui profite réellement à la population et non des programmes aléatoires autour desquels des gens se servent et véritablement désorientent notre pays. Vous savez, le taux de chômage durant longtemps a été très fort. Il fallait penser
Comment faire pour créer l'ensemble des conditions au niveau économique pour que le plein emploi soit véritablement une réalité aujourd'hui. Nous allons aborder, si vous le voulez bien plus tard, les 3 piliers du programme d'action du gouvernement, et vous verrez que sur ces 3 piliers, la locomotive est en marche, les choses se font graduellement et le Bénin s'en réjouira. Le gouvernement sera porté en triomphe, je vous le confirme. Voilà. Nous verrons les détails. Tout à fait. Alors, c'est vrai que le président Talon, dans son message posté hier sur sa page Facebook, a parlé donc de l'assainissement des finances publiques qui va de pair avec la réduction du train de vie de l'État. Il a évoqué même les chantiers de construction des centrales thermiques, les infrastructures routières, le ravipelage et puis les projets de structurants comme l'aéroport de Glodjibé, le contournement du nord de Cotonou. Autrement dit, c'est que le chef de l'État était fier de son bilan après 2 ans de gouvernance. Et vous avez tout à l'heure évoqué, vous avez titillé un peu le monsieur Auguste Vigra par rapport à la gestion qui est faite actuellement donc au pays, mais il faut le reconnaître, monsieur Irénée Agossa, que l'ancien régime avait également manqué de rigueur dans sa gestion pendant 10 ans, puisqu'il y avait les affaires Sensad, il y avait l'affaire ICC Service, l'affaire Maria Agrita Machine Agricole, qui n'ont pas connu, disons, qui n'ont jamais connu de suite sous le président Boni Yahi. Et aujourd'hui, c'est vrai, le chef de l'État est en train de revenir sur ces faits-là. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui donc au chef d'État par rapport à ces luttes? Je reviens d'abord sur ce que a dit mon interlocuteur, c'est de parler de Macron, mais il est mal tombé. Macron n'est pas dans le sensationnel béninois, n'est pas dans la haine et la méchanceté béninoise. Macron reconnaît ce qui a été fait. Il a été ministre des Finances. Il sait ce qui a été fait. Il a mis un programme de poursuite. Il n'a pas dit que la France était déstructurée et que c'est maintenant que la France veut être une puissance. Nous sommes en face et que, disons-nous les choses en face. Vous avez fait un mauvais diagnostic. C'est-à-dire, vous êtes tombé dans une haine et dans une méchanceté. Non, c'est ça. Non, nous sommes désolés. Je dis, laissez demander de se taire, parce que quand il prend la parole, moi je me suis tué. Et je l'ai écouté. Oui, mais nous sommes sur un plateau. Il faut respecter les mots un peu. La discipline du débat, c'est ça. Parce que c'est totalement faux ce qu'il a dit en ce qui concerne Macron. On ne peut pas comparer ce qu'il a déclaré à l'arrivée de Macron. Les réformes, personne n'est contre les réformes. Mais je disais très bien que le diagnostic, si vous prenez un pays, dites que vous avez pris un pays qui sort d'un séisme, ou vous prenez un pays qui était en marche et vous voulez améliorer les choses, vous n'avez pas les mêmes méthodes, puisqu'il a parlé de méthodologie. Donc, c'est ce que je veux lui dire pour dire simplement que nous étions à un niveau. Qu'on dise que les microcrédits, il y a eu ça, mais les microcrédits ont été initiés avant eux. Vous pouvez corriger et améliorer. C'est ça ce qu'on dit. Donc, mais vous ne pouvez pas dire que vous avez pris un pays à 0. Donc, c'est ça ce que je veux simplement dire. Mais qu'est-ce que vous reprochez concrètement? Ce que je veux vous dire ici, vous avez posé les problèmes de dossiers, etc. Mais débarrassez-vous des 10 ans de Yahi Boni un peu et évoluer. Nous avons fait 2 ans. Nous avons fait 2 ans déjà. Donc, il est toujours bloqué par les dossiers ICC. Les dossiers Maria Agrita. Mais les ministres qui étaient en charge de ces dossiers en ce temps sont dans son gouvernement. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Koupaki est où? Il était ministre de qui? Et Sakalafia, monsieur Sakalafia, était ministre de qui? Il est dans quel gouvernement aujourd'hui? Mais vous placez mal les exemples. Aujourd'hui, les Béninois veulent voir du concret. Il a pris le pouvoir depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'il a fait de ces dossiers? C'est celui qui est parti, qui n'est plus au pouvoir, qui viendra parler de ces dossiers. Mais c'est à lui d'introduire les dossiers s'il veut trouver solution. Le véritable problème ici est de poser, de voir ce qui s'est passé après 2 ans, sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Donc, quels sont les résultats et quelles sont les données aujourd'hui macroéconomiques, les indicateurs macroéconomiques pour apprécier, bien sûr, les 2 ans du président Talon. Dans tout le message du président, voyez, lisez entièrement le message. Vous ne verrez aucun chiffre. C'est extraordinaire. Quand vous êtes un président et vous voulez faire le point de votre action, vous devez parler des chiffres et des pourcentages. Quel est aujourd'hui le taux d'investissement public? Quel est le taux d'investissement privé? Quel est l'impact alors sur la croissance nationale? Alors, quel est le taux du chômage? Quel est le taux de la pauvreté aujourd'hui? Une pauvreté monétaire et une pauvreté non monétaire. Où sont ces données? Et vous allez constater que le président est resté seulement encore dans le rêve du demain. La phrasologie est terminée. On veut des actes, on veut des points. Et après 2 ans, si vous êtes incapable de faire sortir des chiffres, des pourcentages pour indiquer comment le pays évolue, pour qu'on puisse l'apprécier, ça veut dire que le système est en panne.
Et je ne sais pas qui vous prendra au sérieux dehors. Donc, c'est dire aujourd'hui que nous avons de véritables problèmes. De véritables problèmes sur le plan politique, de véritables problèmes sur le plan économique et de véritables problèmes sur le plan social. Et c'est sur cette base que nous disons que il faut encore changer les choses pour que ça marche. Ça veut dire certainement qu'il y a une sorte d'incapacité qui s'exprime à la tête de l'exécutif et qui ne dit pas son nom et qui, en fait, nous pousse totalement vers la mer. Et dès que tu pousses ton peuple à la mer, ton peuple te fera la révolution. Alors monsieur le président Auguste Villegla, c'est vrai, vous avez parlé tout à l'heure bien sûr des 3 piliers bien sûr du programme d'action du gouvernement. Il y a 45 projets phares, 95 projets sectoriels et puis 19 réformes institutionnelles pour un coût estimé à plus de 9 milliards de francs CFA. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire un peu bilan des réalisations au niveau du PAG? Oui, tout à fait. Nous allons faire le bilan. Nous en aurons tout le temps. Mais en attendant, il faudrait que M. René Agassa révise un peu sa posture. C'est vrai que il faut faire de l'opposition, mais il faut faire de l'opposition constructive. C'est ça. Nous avons en face un programme d'action du gouvernement qui a été publié, qui est connu de partout, qui est sur le net. Nous avons des indicateurs clairs. Nous avons tous les actes que le gouvernement pose. L'ensemble des réformes, c'est fait en Conseil des ministres. Il y a les décisions du Conseil des ministres qui sont disponibles sur le site de la présidence. À partir des actes que pose le gouvernement, l'opposition peut, sur cette base, à partir du PAG, faire des contre-propositions pour dire tel axe de développement, tel axe économique et tel axe politique n'est pas conforme aux aspirations de développement de notre peuple. Mais c'est plutôt eux qui font de la phraséologie. Sans aucune base, sans aucune proposition d'un programme alternatif de gouvernance, vous venez, vous bavardez, vous sortez des mots. Donc pour dire à M. Agossa que ici, il faut plutôt faire des contre-propositions au niveau agricole, sur le plan agriculture. De quoi a besoin notre pays? Est-ce que le programme d'action du gouvernement, le programme du développement agricole mis en œuvre avec les réformes sur le plan agricole, la création de l'agence de développement de l'agriculture, etc., est-ce que c'est une mauvaise chose pour le peuple béninois? Est-ce que cela ne va pas permettre le développement de l'agriculture à court, à moyen et long terme? Sur le plan social, le projet Arche en cours de construction, est-ce que le programme lui-même dans son essence est un bon programme pour l'avenir de la résorption de la pauvreté dans notre pays? Lorsque quelqu'un a droit aux microfinances, il a automatiquement l'assurance maladie, il a l'assurance retraite. Aujourd'hui, nos vendeuses de beignets, nos agriculteurs, nos mécaniciens, nos tailleurs qui sont dans les campagnes, désormais, ne souffriront plus. Et à cause de 1000 francs CFA de médicaments, ils auront l'assurance maladie. Est-ce que c'est un bon système ou un mauvais? C'est sur ça que l'opposition doit se prononcer et non faire plutôt de la phraséologie. Parce que M. Agossa fait plus de phraséologie que de proposer des... Est-ce que vous connaissez le PAG? Avez-vous étudié à fond le programme d'action du gouvernement? Dans l'ensemble des secteurs, sur le plan du numérique, qui va créer plus de 100 000 emplois dans notre pays. L'ensemble des réformes est terminé, la mise en œuvre est en cours, etc. Donc pour revenir à votre question, M. Desdraveaux, j'ai même répondu indirectement. Après un an, le gouvernement 2016-2017 a fait son plan d'action, a défini le schéma directeur et la boussole et la route à suivre. Ensuite, il fallait mobiliser les financements nécessaires à la réalisation des différents projets. Ce qui a été fait, et aujourd'hui, dans tous les secteurs de la vie publique nationale, les projets ont démarré. Dans le secteur de l'eau, qui est un des secteurs prioritaires du gouvernement, avec pour objectif l'ensemble des Béninois accès à l'eau potable d'ici 2021. On a créé l'agence de l'eau potable en milieu rural. C'est ça. La SONEB est en restructuration pour créer l'agence du patrimoine de l'eau et la société d'exploitation de l'eau. L'objectif étant des investissements massifs dans le secteur de l'eau. Et ces investissements ont démarré. Allez-y aujourd'hui à Tukuntignan, à Bembereke, dans le Zou, à Didja, à Plakwe, dans le Louémé Platé, vous verrez que des investissements massifs sont en cours pour que le Béninois ait accès à l'eau potable. Dans le domaine de la santé, il fallait faire aussi des réformes profondes pour que désormais, on ne fasse plus des investissements non rentables qui ne bénéficient plus à la population. Vous savez, beaucoup de centres et de zones sanitaires ont été créés
beaucoup d'hôpitaux de zones ont été construits, mais non fonctionnels, des matériels achetés, laissés à l'abandon. Il fallait faire ces réformes. Il fallait voir quel type de système il fallait pour notre système sanitaire afin que le citoyen lambda, le citoyen qui n'a pas les ressources, puisse avoir accès à une santé améliorée. Donc, des réformes ont été accomplies. Vous voyez, l'hôpital de référence sera bientôt construit, un hôpital de référence de classe internationale à Cotonou. Sur le plan des infrastructures, des grands projets sont en cours et ont démarré. Vous avez la route des pêches qui, durant 30 ans, on a passé le temps à balbutier, à faire de la propagande. Cette route n'a jamais eu lieu. Aujourd'hui, c'est en cours d'exécution. L'aéroport de Glodibé, un projet de 1968 ou 69. Aujourd'hui, c'est une réalité, en cours d'exécution. Nous avons 1200 kilomètres de routes en cours de construction. Nous avons l'asphaltage de 9 grandes villes de notre pays. Des investissements massifs qui vont créer des milliers, voire des dizaines de milliers d'emplois dans notre pays. Sur le plan social, je l'ai déjà dit, nous avons le projet Arche. Le système est en cours. Notre pays, d'abord, à la fin de la phase du RAVIP, qui permettra d'avoir d'abord un recensement administratif véritable de notre population, nous pourrons en ce moment dire, voilà les populations qui sont à très faible revenu, voilà les populations à moyen revenu, voilà les populations à fort revenu. Ça permettra de catégoriser et à partir des numéros uniques de chacun des citoyens béninois, de chacune et de chacun des citoyens béninois, on pourra dire désormais telle personne a besoin d'une assistance de tel montant en termes de microcrédit, d'une assurance maladie, d'une assurance retraite, etc. Donc autant d'éléments que le PAG a mis en route, que le président Patrice Talon a mis en route, pas pour obligatoirement que le Béninois se dise non, dans le populisme, bon, j'aime bien le président Patrice Talon. Il l'a dit pendant la campagne. Je ne suis pas venu pour être populaire, je suis venu pour appliquer un programme. Le président Patrice Talon a été élu sur la base du programme, le programme Nouveau Départ, que tout le monde connaît pendant la campagne. C'est tout ce qui était contenu dans le Nouveau Départ que nous sommes en train de mettre en œuvre. Les réformes constitutionnelles, il a dit pendant la campagne que dès que je serai au pouvoir, je vais modifier la Constitution pour faire avancer notre pays vers un meilleur socle de développement. Les réformes dans le secteur de l'éducation, il a dit, je vais faire des réformes profondes dans le secteur de l'éducation. Il les a mis en œuvre, dans le secteur agricole, dans le secteur minier, dans le secteur, etc., etc. Aujourd'hui, il met en œuvre, c'est un homme de parole. Consultez un peu le rapport produit par les organisations internationales telles que WANEB et Konrad Adenauer sur le candidat Talon, la réalisation durant 2 ans. Ce sont des organisations internationales. Et vous verrez que, pour une première fois dans l'histoire de notre pays depuis les indépendances, un chef d'État fait un projet de société pendant la campagne, accède à la magistrature suprême et met en œuvre point par point l'ensemble des promesses qu'il a fait à son peuple. La difficulté est là. Nous sommes d'accord, le peuple souffre aujourd'hui. Mais je dirais que, sans souffrance, nous ne pourrons jamais grandir. Parce que la base de toute chose, c'est d'abord la structuration et l'organisation de notre pays. C'est sur quoi nous nous attelons. L'argent facile que les gens savaient, les surfacturations dans l'administration, etc. C'est de ça que nous parlons en parlant de déstructuration. Aujourd'hui, il n'est plus possible de faire des choses d'une manière aléatoire. Et ceux qui tentent de le faire, ils subissent le coup de la rigueur de la loi. Merci beaucoup, monsieur Auguste Gossion-Villegla, pour toutes ces explications. Alors, monsieur Irénée Gossa, est-ce que vous êtes d'accord que quelque chose a été fait quand même depuis 2 ans écoutez, par le président si quelque chose a été fait, il faut l'écouter. Il est toujours dans utiliser les verbes qu'il a utilisés, c'est dans le futur. Vous n'avez pas suivi? Quand il parle, on a fait le programme, ça se fera, ça se fera. C'est ce qu'il disait depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Donc tout ce qu'il a fait, les hôpitaux, on va aménager. On a pris des dispositions, ça se fera, etc. C'est ce qu'il a dit. Mais il vous a fait sortir un chiffre. Il vous a fait sortir un chiffre. Je vous dis, mais écoutez, il est un professeur d'université, il sait de quoi on parle. Mais tu veux faire un bilan, mais fais sortir les chiffres, les agrégats macroéconomiques.
Ça là, pourquoi son gouvernement ne l'a pas publié depuis? Ce sera fait. Parce qu'ils savent Ce sera fait d'ici une semaine, tout le peuple aura les chiffres exacts. Ce sera publié, chaque chose à son... Demandez-lui de respecter la parole. Allez-y, je l'écoute toujours. Allez-y, monsieur. Donc, ce qui est clair, il m'a dit une semaine. Mais il est d'accord qu'à l'heure où je parle là, ils n'ont pas publié les agrégats. Parce que pour t'apprécier, je t'apprécie sur la base des indicateurs crédibles. Pour t'apprécier, tout ce qu'il a dit, c'est des vœux. Je veux faire, on va faire, programme d'action, etc. Moi, je n'ai pas besoin d'aller voir. C'est en train d'être fait. L'aéroport Brodibé, la route de pêche, le programme de l'eau au milieu rural. Et ça a d'impact. Ça doit avoir d'impact. Mais les impacts le ministère sont là. du plan est là. Oui. Ça. Oui. Quand vous êtes, par exemple, en train d'investir dans le domaine de l'eau, etc., les infrastructures, cela, c'est l'investissement public. Mais vous êtes un pays, attendez, je vous dis que c'est des données qui sont faibles. Ce qui vous dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir ces données pour que vous allez voir. Il ne publie pas depuis 2 ans parce qu'il sait que c'est des données qui sont mauvaises. Non, parce qu'ils n'ont pas, ils savent qu'ils seront dans le verbiage. Non. Moi, pour avoir des précisions, dans un état organisé, on ne sort pas des chiffres. Pour que je fasse une proposition, je ferai la proposition sur la base des données concrètes. Je ne ferai pas, c'est eux qui font. Mais vous avez l'ensemble des données. Donc, moi, je ferai la base sur ça. Bon, est-ce que au niveau de l'opposition, est-ce que vous avez les données puisque vous suivez les choses? Qui est au pouvoir? Qui est au pouvoir? Vous n'inversez pas les rôles. Non. Si je vous donne les données maintenant, vous allez peut-être dire que je ne suis pas au pouvoir. C'est pourquoi je dis, celui qui a fait quelque chose. Comment appréciez-vous alors ces données? Si tu ne donnes pas les données macroéconomiques dans un pays, c'est que le pays est en déconfiture. Vous avez l'ensemble des données comme non. Travail. Ça veut dire que les structures d'État ne fonctionnent pas réellement. C'est un homme qui décide et qui fait sa volonté. C'est ça. Mais il est élu pour ça. Il est élu. Le chef de l'État est élu pour décider, pour orienter l'action du gouvernement. Mais c'est pas possible. Sur le programme du gouvernement, sur le plan politique, déjà il a vu, vous avez, c'est nul. Ils n'ont rien fait. Parce qu'ils n'ont rien fait. Vous avez plus, il n'a pas de données. Votre rôle. Vous êtes dans votre rôle. Il n'a pas de Vous êtes dans votre rôle. Ce qu'ils ont fait est ceci. Ce qu'ils ont fait est ceci. Aujourd'hui, nous avons. Alors, sur le plan de la réforme constitutionnelle, ils ont échoué au Parlement. Ils n'ont pas pu rassembler. Ce n'est pas un échec. Ils n'ont pas pu rassembler les députés autour de leur vision pour que ça marche. Donc, la réforme constitutionnelle, qui était la base même des réformes du chef de l'État, a coulé. Donc, et à partir de là, tout le PAG a pris du plomb dans l'aile, totalement, parce que le chef d'État a dit dans son discours, sans une réforme profonde institutionnelle, il ne saurait apporter ce qu'il faut pour le développement de notre pays. Et là, il a échoué. L'autre réforme que nous devons voir sur le plan politique et qui, en fait, est dit par le chef de l'État, qui dit que il faut la réforme des partis politiques depuis 2 ans. Où en sommes-nous? Parce que c'est eux-mêmes qui ont dit dans le PAG qu'il y a une superpuissance, la puissance du chef de l'État, et qui monopolise l'État. Justement, c'est le rejet de Attends, non, pas du tout. Attendez, c'est lui qui est responsable. C'est pas à moi de mobiliser les autres autour de son programme. C'est lui qui est élu. Donc, c'est lui qui doit le faire. Les résultats, c'est lui qui les assume. L'échec vous a fait mal, c'est ça? L'échec est un échec de son programme, pas moi. L'échec, c'est de son programme. Donc, quand il n'a pas fait ça, il n'y a pas eu référendum. Il n'a pas pu faire. Le chef de l'État est un démocrate. Il aurait pu organiser un référendum directement. Non, il n'y a que 23 députés ou 21 députés. Dites-lui que moi, quand tu as les arguments et quand tu es sûr de ce que tu dis, tu laisses l'autre parler. Moi, je suis certain de ce que je dis. C'est pourquoi vous pouvez même parler durant 1 heure. Vous allez répéter les mêmes choses tout à l'heure et je reviendrai pour vous dire que ce n'est pas ça. Écoutez, vous êtes dans votre rôle. Dans la Constitution, donc, la force du chef de l'État sur les institutions, il doit le faire à travers une réforme partisane et dire le rôle des partis. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ça, c'est un échec. Ça, c'est des résultats palpables. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Et nous n'avons pas pu trouver un contexte politique pouvant instaurer la confiance. Donc, le véritable problème de notre pays, c'est un problème de confiance. Aujourd'hui, nous avons un véritable problème dans les autres pays où une étude a prouvé en 2008 que des 18 pays du Sud-Sahara, il y a 16% d'hommes, de citoyens qui n'ont pas confiance en eux. Au Bénin, nous sommes à 46%
qui n'ont pas confiance en eux. Donc le Bénin est un pays fondé sur quelque chose que nous appelons la suspicion. Quand tu es dans ce cadre, tu dois régler ce problème et permettre au pays, au peuple, d'être engagé derrière tes réformes. Ce qui n'a pas été fait. Mieux, les résultats, monsieur, je veux vous dire, les résultats pour détruire la confiance, c'est dans votre camp. Le troisième des élections qui vous a apporté ces voix, vous avez dit, et qui plus est, président du patronat, vous avez trouvé de la drogue dans son conteneur. Mais qui a mis la drogue depuis? Qui a mis la drogue? La justice est incapable de dire. Personne n'a fait. Et quand un citoyen a pris la décision de savoir mais qui a mis la drogue en allant porter le problème au niveau de la justice, mais qui a fait appel? Qui a fait appel? C'est le parquet. Alors, qui est allé en cassation? C'est le parquet. Le parquet est géré par qui? C'est ça ce que je veux vous dire. Ça détruit encore la confiance dans votre programme. 23% des Béninois qui vous ont soutenu, qui ont soutenu le chef de l'État pour qu'il soit au pouvoir, se retrouvent dans une situation chaotique. Je veux même dire que 3% vous ont suivi, mais 20% n'ont plus confiance au système. Et là, M. Adjavon l'a dit à son congrès pour dire que lui, il est déçu et que son camp est déçu. Ça, ce n'est pas notre camp. Moi, j'ai fait campagne pour Léonel Zissou. Donc, vous avez encore créé le fossé du manque de conscience et du coup vous êtes dans une situation politique compliquée. Voilà. Donc c'est pour vous dire que voilà, sur le plan économique, nous allons revenir sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan politique, voilà cet ensemble qui est mis en place. Et aujourd'hui, ils ont fragilisé le fonctionnement des institutions. Le président de la Cour constitutionnelle est obligé de publier son budget, l'exécution du budget. Une première fois c'est ce qui se passe pour la première fois dans notre pays, où vous avez des vilains individus, des citoyens qui racontent du n'importe quoi sur l'institution de la République. Ayadi, écoutez ce qu'il a dit sur l'institution. C'est ça que vous avez amené dans notre pays. Et c'est ce qui ne s'est jamais passé. L'institution ne fonctionne plus. Et vous allez voir le mauvais fonctionnement et l'affaiblissement des institutions. Ce qui n'est pas bien pour la démocratie. Et c'est ça. Aujourd'hui, des députés se lèvent. Les institutions de contre-pouvoir ne sont plus les institutions de contre-pouvoir. Les députés se disent que nous sommes une continuité de l'exécutif au niveau du Parlement. Mais ça veut dire quoi, mon cher ami? Ils sont une structure de contre-pouvoir pouvant apprécier et donner leur point de vue sur ce qui se passe dans le pays et corriger le pays. Vous avez vu les faiblesses d'institutions au niveau de la HAC où des fréquences sont brouillées. Jusqu'à aujourd'hui, c'est du jamais vu, mon cher ami. C'est ça ce qui se passe et l'État est resté impuissant. Aujourd'hui, la presse, vous savez dans quel état elle se trouve. Donc, et la HAC qui interdit à une radio, à une télévision d'émettre dans notre pays, permet à d'autres bouquets qui émettent avec les chaînes France 24, Africa 24 et autres dans notre pays. Or, les chaînes du Bénin qui sont sur satellite d'émettre dans notre pays, on interdit juste parce que on suppose que ceux-là ne sont pas de la tendance gouvernementale. Les libertés sont brisées. C'est ce que je veux vous dire, mon cher ami. Et c'est là l'échec politique. Et cela a un impact direct sur l'économie. Cela a un impact direct. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à démarrer sur le plan économique. Voilà. Vous n'arrivez pas à nous allons revenir sur le plan économique. Sur le plan économique. Et là, comme il a dit, nous avons quitté totalement la pauvreté pour la misère. Et là, nous avons les chiffres. Nous avons les chiffres et nous pouvons vous les donner parce que vous savez clairement que vous n'avez pas de grands projets dans le domaine. Les grands projets dont il a parlé, il a parlé des études, que les projets qui sont là depuis 60, depuis 50 ans, depuis 40 ans. Je suis d'accord avec vous. Le projet des rails, c'est depuis quand? La mise en place des rails, c'est depuis quand? Votre projet d'aéroport, vous savez pourquoi le projet d'aéroport n'est pas fait? Ça impacte moins d'1% de Béninois. Voilà. Le développement d'un pays passe par les rails, nous allons recentrer un peu les débats, s'il vous plaît. Je suis totalement contre et je dis moi, monsieur ami, je veux vous dire, nous allons revenir en détail sur tous ces projets. Vous allez voir l'incohérence politique. Monsieur Agossa, vous mobilisez la parole et je pense que
Je pense que monsieur vous allez équilibrer le débat, sinon nous serons obligés d'intervenir, parce que si vous monopolisez la parole nous allons recentrer un peu le débat. Nous sommes d'accord, il a parlé du système partisan, de la gouvernance politique. Il est normal que nous lui apportons des éclairages, parce qu'il parle comme s'il ne vit pas au Bénin et qu'il n'a pas au jour le jour les efforts qui sont faits pour la modernisation de la gouvernance politique dans notre pays. Et depuis presque 3 décennies, Monsieur Agossa, nous sommes de la même génération. Vous savez comment notre pays fonctionnait. De tous les régimes depuis le renouveau démocratique. Nous avons le renouveau démocratique, nous avons le régime Kérékou 1 et 2, nous avons eu les 10 ans de Yahi Boni. Vous savez comment notre pays, la gouvernance politique fonctionnait. Aujourd'hui, il fallait mettre fin à l'errement et créer un État fort. Et nous sommes fiers de le dire. Aujourd'hui, c'est un État fort. Un État qui se respecte, pas un État où tout le monde fait tout ce qu'il veut, où tout est permis, où c'est vraiment la cour du roi Pétro, comme le diraient d'autres. Revenons un peu sur le système partisan. Il fallait reformer notre système partisan parce que, il faut le dire, je l'ai répété souvent sur les plateaux, notre pays est le seul pays de la sous-région ouest africaine, de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique, où les chefs d'État sont élus dans la société civile ou parmi les citoyens et non parmi la classe politique. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit, nous sommes un peuple où, pas 41%, 52% des Béninois se font pas confiance eux-mêmes. Donc un peuple difficile. C'est le seul pays, je vous dis, même dans les pays où il y a la dictature, des pays où il y a eu des coups d'État militaires, ces militaires se reconvertissent, créent des partis politiques, et c'est ces partis politiques qui les amènent au pouvoir. Pourquoi pas au Bénin? Parce que notre système partisan, il est mauvais. Il faut le restructurer complètement. Le chef de l'État l'a dit pendant la campagne, et son premier acte qu'il a voulu poser, c'est la réforme constitutionnelle. Un groupe de députés très minoritaires n'ont pas voulu qu'il y ait le débat, parce que, en acceptant le débat au niveau du Parlement, les amendements auraient pu être faits sur le projet initial proposé par le chef de l'État, par le gouvernement, et on allait aboutir à une constitution consensuelle, et après aller au référendum pour soumettre au peuple. Mais ils ont arrêté le processus, une minorité. Mais c'est notre constitution qui l'a prévu. On a dit d'accord, le système partisan est en cours de travail parce que nous avons sorti un projet. Le projet est sur la table du Parlement aujourd'hui pour que l'émiettement de notre classe politique, la nouvelle charte des partis politiques, la nouvelle charte des partis politiques est en cours d'étude. C'est ça. Les parlementaires prendront le temps qu'il faut, mais ce sera finalement amendé, adopté, restructuré. Ils ont fait plusieurs séminaires déjà autour de la question. Les grands axes, c'est quoi? On peut les décliner en 3. L'objectif, c'est de réussir à freiner la multiplication exponentielle des partis politiques. Nous sommes 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, déjà, nous sommes environ 300 partis politiques. C'est vrai, sur les 300, il y a à peine une dizaine ou une vingtaine qui fonctionnent normalement avec des sièges. Mais l'objectif est d'arriver, comme dans certaines grandes démocraties, même si les tout petits partis politiques existent, mais d'avoir 3 blocs politiques représentatifs de la vie politique nationale. C'est ça. Qui puissent permettre un régulement et un fonctionnement régulier de nos institutions. Comment arriver à ça? On ne peut pas interdire, la Constitution ne le permet pas, à un citoyen de créer un parti politique. Mais, au niveau électoral, désormais, pour être élu par exemple député, il faudra au moins obtenir des suffrages couvrant, c'est-à-dire la liste sur laquelle on est candidat, couvrant environ 1/5 du territoire, ou des circonscriptions électorales, etc., etc. Nous avons le financement des partis politiques, la structuration des partis politiques. Cette nouvelle charte des partis politiques va venir mettre de l'ordre dans un peu l'anarchie, où les partis politiques sont plus des clubs électoraux qui attendent la veille des élections pour se regrouper, pour faire du sondage. Il faut assainir pour avoir une classe politique véritablement respectée et respectable. Il a parlé des résultats de l'affaire qui a défrayé un peu la chronique. Je pense que
les résultats sont là, monsieur Irénée Agossa. Au niveau de l'eau, entre 2016 et 2018 aujourd'hui, il y a eu déjà près de 900 milliards d'investissements. 900 milliards. Oui, dont la moitié du portefeuille porté par les projets de la SONEB, avec des financements extérieurs d'environ 60%. Nous avons l'agence de l'eau en milieu rural qui a démarré ses activités en septembre déjà, avec un projet de la Banque mondiale, le PEPRO, où plusieurs appels d'offres sont lancés. Donc, rien qu'en 2018, nous aurons des investissements de l'ordre de 600 milliards de francs CFA, investissements cumulés SONEB, agence de l'eau en milieu rural. Au niveau des infrastructures, en 2018, nous avons des investissements, projets asphaltage, routes, etc. et tout, pour près de 1300 milliards de francs CFA. L'ensemble de ces chiffres sont disponibles et les verra. Est-ce que les financements sont déjà bouclés? Les financements sont à 90% bouclés pour presque tous les projets. Le chef de l'État a une gouvernance qui est axée sur les résultats. Ce n'est pas du genre dit, bon, j'ai un projet, je commence, et puis après j'attends, je vais chercher des financements. Non. On fait le projet, on le structure, on cherche les compétences capables de gérer ces projets. Ensuite, on crée les structures, c'est d'où la création des agences dans pratiquement tous les ministères. On cherche le financement et on lance le projet. Voilà, c'est des projets structurants, organisés, avec des objectifs, des résultats clairs. Et pourquoi il n'y a pas de propagande autour des actions du gouvernement, autour des actions du chef de l'État? C'est le résultat final qui compte. Le populisme, dans notre cas, n'est pas l'objectif du gouvernement, mais c'est le résultat qui compte à la fin. L'affaire Adiabon, vous savez, c'est une affaire de justice. Elle s'est traitée au niveau de la justice. La justice a acquitté M. Adiabon pour insuffisance de preuves. Je pense que ce plateau, nous sommes les fils du Bénin. Je l'ai toujours dit, ceux qui disent tout le temps, ou ceux qui attisent le feu pour diviser les grands hommes de notre pays, n'aiment pas leur pays. Aujourd'hui, que le président Patrice Talon, qu'on souhaite qu'il échoue, lorsqu'il va échouer, mais lui, il a réussi sa vie. C'est le peuple béninois qui aurait échoué. C'est le citoyen lambda qui aurait échoué. C'est nos agriculteurs, c'est nos mamans, c'est nos enfants qui auront échoué. Il faut plutôt prier chaque heure pour que le chef de l'État réussisse son programme d'action et que, à la veille de février 2021, on le juge pour les résultats qu'il a obtenus et non pendant qu'il est en train de l'obtenir. Je pense que M. Irénée Agossa, en voulant construire sa première maison, il est parti d'abord réfléchir, voir un architecte, faire des plans, mobiliser des financements peut-être auprès d'une banque, s'il n'est pas commerçant, nanti, mobiliser les financements, ensuite chercher les meilleurs entrepreneurs. S'il prend les mauvais entrepreneurs, il aura du mauvais travail, des éléphants blancs, et la maison commence. Et il faut du temps pour réaliser de belles choses. Et tout le monde le sait, et c'est ce à quoi le gouvernement s'attelle. Nous avons parlé de la Cour constitutionnelle. Vous savez, c'est une question que je n'aimerais pas que vous attisez. Tant au moment de votre gouvernance, nous avons vu, lorsque des décisions sont favorables, quelles sont les réactions, et lorsque des décisions sont défavorables, quelles sont les réactions. Nous avons vu comment Maître Robert Dossou a été traité dans ce pays, ici, par votre régime. Ce sont des épiphénomènes sur lesquels nous n'allons pas nous attarder. Aujourd'hui, une cour est une institution. Ce ne sont pas les hommes qui font une institution. Les institutions doivent être plus fortes que les hommes. D'où la nécessité de réformer pratiquement beaucoup d'institutions, réformer notre constitution en elle-même pour donner plus de visibilité. Nous avons les députés de la majorité dont vous parlez. Mais de quoi parlez-vous, M. Irénée Agossa? Dans toutes les démocraties du monde, nous avons une majorité, nous avons une minorité. Aux États-Unis, en France, partout en Afrique, mais les députés de la majorité soutiennent les actions du gouvernement. Même lorsqu'ils ont des approches un peu divergentes, ils se retrouvent en conclave, pas devant vous, pour dire nous devons modifier telle ou telle chose. Monsieur, dans toutes les démocraties du monde, le Congrès aux États-Unis est constitué de républicains et de démocrates, mais en France, vous avez les républicains d'En Marche de M. Emmanuel Macron, vous avez en Côte d'Ivoire ici RDR, le HDP, etc. Mais dans quel pays avez-vous vu une majorité, un gouvernement qui n'a pas sa majorité et qui puisse bien gouverner? C'est pas possible.
chaque gouvernement, dans tous les pays du monde entier, cherche à avoir une majorité au Parlement pour asseoir sa gouvernance et réaliser ses programmes d'action. Faute de quoi, lorsque le Parlement est à majorité d'obédience opposante, le gouvernement n'arrive pas à réaliser ses actions. Nous avons vu en 2016 ce qui est arrivé à votre patron. Donc nous comprenons aisément que tous les gouvernements veulent un bloc de la majorité qui puisse accompagner les actions du gouvernement. Les fréquences brouillées, la communication, il faut réguler la communication. De tout temps, ça a été fait. Pendant le règne de votre patron, combien de chaînes ont été fermées, brimées? On ne va pas revenir sur ces choses. Aujourd'hui que vous êtes dans l'opposition, vous criez au scandale pour des choses pires que vous avez eu à commettre par le passé. Ici, nous parlons juste de régulation, mais on n'a pas commis les actes que vous avez commis. Vous débarquiez même dans des chaînes de télévision, des escouades de forces de l'ordre. Vous démontiez même des paraboles et des antennes des chaînes de télévision dans ce pays. Mais pourquoi vous plaignez de quoi? Quelle télévision a été fermée? On a dit juste, il s'agit de Sika TV. Sika TV n'avait pas une autorisation d'émettre au niveau local. Régulariser. Je pense que la régularisation a un cours. Il y avait eu l'autorisation en France, c'est ça? En France. Pour émettre, et ils viennent produire au Bénin. Juste une production. Et la RAC a dit non, monsieur, on vous interdit d'émettre tant que vous n'avez pas régularisé votre situation. Et je pense que le dossier est presque à terme. Tout va rentrer dans l'ordre bientôt. Enfin, selon les dernières informations que j'ai eues. Non, je ne pense pas, il ne faut pas travestir les vérités pour endormir notre peuple. Notre peuple est un peuple vaillant qui a besoin de grands leaders courageux pour que nous mettions un terme à notre errement. Des petits pays à côté de nous, le Togo, le Burkina Faso, ont des indices de développement supérieurs à la nôtre, au Bénin. Monsieur Irénée Agossa le sait très bien. Lisez les rapports annuels du Programme des Nations Unies pour le développement. Comment peut-on imaginer des pays pauvres, enclavés, qui ont des indices de développement supérieurs à notre pays durant des années? Ce n'est pas en une année. Durant près de 20 ans, nous avions des indices de développement au bas de l'échelle par rapport à des pays riverains qui n'ont pas les mêmes capacités, qui n'ont pas des peuples vaillants comme notre peuple. Parce que juste la gouvernance politique a été menée d'une manière assez désinvolte et n'a pas permis véritablement la mise en œuvre de l'ensemble des programmes qu'il faut, de l'ensemble de la rigueur. Et il faut quitter l'État-nation pour devenir véritablement un État. Voilà la marche à suivre, et voilà ce que nous sommes en train de faire. Alors, monsieur Irénée Agossa, c'est vrai que sur le plan politique, toujours, il y a quand même la proposition donc de loi portant en nouvelle charte des partis politiques. Le président Talon en a fait justement son cheval de bataille. Est-ce que tout au moins il ne faut pas apprécier les choses quand c'est bon? On a comme l'impression que l'opposition, vous avez toujours tiré à bleu rouge sur tout ce qui se passe. Quand c'est bon. Je voulais revenir pour dire simplement que moi je me suis tué, je l'ai écouté. Vous avez vu, il est revenu sur les mêmes choses. Moi, je me suis tué. Et je vous ai dit, quand on réagit ainsi, c'est quand on n'a plus trop d'arguments. Moi, je me suis tué. Donc, je suggère qu'il se taise aussi. Je peux lui donner même 1 heure. Il n'a qu'à faire tout le débat. Vous allez voir qu'il va revenir sur les mêmes. Puisqu'ils n'ont pas de résultat de tout ce qu'il a dit. Mais il vous a répondu par rapport aux différents points. Non, je dis résultat. Quand vous êtes au pouvoir, c'est les résultats. Ce n'est plus l'autre a fait, moi j'ai fait. Est-ce que tu fais maintenant ce que tu avais fait hier? Non, le peuple nous a désappréciés, vous a élus. Nous on assume. Le peuple nous a désappréciés. On a fait mes radios, le peuple nous a désappréciés. Et vous a élus. Ne faites plus ça. C'est simple. Et donnez les résultats. C'est très simple. La méthode est simple. Même à un élève de la première, tu lui donnes ce sujet et tu dis les réalisations. Il va te dire, voici ce qui s'est passé. Un point. Et c'est clair. Et qu'on aille dans les vrais sujets. Ça, c'est clair. Donc, moi, je suis clair et je lui dis quelque chose d'important. Vous avez parlé des partis politiques. Je vous ai dit le problème des partis politiques. Le résultat en 2 ans, est-ce que le président de la République a pu réaliser ça? Non. Nous sommes d'accord? Il a une majorité parlementaire. Il a dit, il y a une majorité parlementaire. Qu'est-ce qui l'empêche? C'est lui qui a la majorité. Il s'est glorifié tout à l'heure de leur majorité. Et ça passe par le Parlement. Le président du Parlement a dit partout que lui, il est prêt à exécuter les décisions, qu'il est prêt. Mais écoutez, c'est quoi? Qu'est-ce que vous attendez pour réussir?
Donc, nous, on veut des résultats. Vous n'avez pas le résultat. Donc, affirmez que je n'ai pas le résultat. La question que vous m'avez posée, je vous réponds, où est le résultat? Le résultat n'est pas là parce que ça piétine. Donc, simplement, je vais dire ici que, mon cher ami, avant de revenir encore sur des points précis, un État fort est différent d'un homme fort. Nous sommes en face aujourd'hui d'un homme fort et non d'un État fort. Un État fort se justifie par la force et le fonctionnement de ses institutions. J'en ai pour preuve la déclaration de Guy Mitokpe. Qui est votre député? Candide Azanaï, c'est de vous. Ce n'est pas moi ça. C'est de vous, son député au Parlement, qui a dénoncé les exagérations, qui a dénoncé comment l'institution parlementaire ne fonctionne plus dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale et qui a dit comment les lois ont été votées. C'est Guy Mitokpe, le député, qui l'a dit. Et c'est eux, avec des députés patriotes, qui en fait ont rejeté la révision de la Constitution sur la base que ce sur quoi ils se sont entendus n'a pas été respecté et que c'est une nouvelle Constitution. Donc, c'est clair, nous sommes en face aujourd'hui de la déstructuration de l'État. C'est ça ce qui est le résultat aujourd'hui, là aujourd'hui. La RAC aujourd'hui, qui fonctionne de cette manière, comment elle fonctionne? Il faut toujours laisser les choses comme ça dans l'État ou bien il faut franchement aller à la révision de la Constitution pour améliorer? 2 ans après, mais qui fait le point? C'est pas, je suis d'accord qu'on évolue. Vous introduit quand même le projet de révision de la Constitution. Qu'il fasse ce qu'il doit faire et qu'il dise, au lieu de dire qu'il est satisfait, que le président est satisfait, non. Qui est satisfait? C'est le peuple qui doit être satisfait. Nous serons satisfaits à partir de la réalisation de ces objectifs, d'atteinte de ces objectifs. Mais ce qui n'est pas fait, je vous ai cité, est-ce que c'est fait? Ce n'est pas fait. On me dit que ça sera fait. Donc, à l'heure où je parle, ce n'est pas encore fait. Donc, il faut plutôt quitter l'étape d'un homme fort pour un État fort, des institutions fortes. Donc, le respect des institutions. Quand l'institution prend une décision, on ne viole pas. Quand on a décidé au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a eu démission d'un membre de la Cour constitutionnelle, le président doit pouvoir changer et envoyer son remplaçant. Ça, c'est dit par la Constitution. Le président doit respecter la Constitution. Ça, le respect des institutions, c'est ça qui donne la force aux institutions. Quand on a demandé les fiches de paye de ces ministres, il n'a qu'à envoyer. Il a le droit de fixer le salaire. Il suffit de justifier et d'apprécier. Il faut respecter les institutions. Chaque institution doit se respecter. L'institution qu'est la Cour constitutionnelle doit être respectée. La RAC doit être respectée. L'exécutif doit être respecté. Le Parlement doit être respecté. Et les relations entre ces institutions doivent être de très bonnes relations. C'est ce qui doit être fait. Mais aujourd'hui, nous sommes à quel niveau? C'est ça ce que nous apprécions. Nous sommes à un niveau de décadence totale et à la limite d'une crise institutionnelle. Pas la majorité au Parlement n'a pas encore installé le cors-lépi sur une décision de la Cour constitutionnelle. Mais qu'est-ce qu'on me dit? C'est une décision de la Cour constitutionnelle qui a demandé, qui a donné une date limite. Ça, c'est le Parlement. Le Parlement ne l'a pas fait. Mais la majorité est une majorité gouvernementale. Donc le chef de l'État peut discuter avec cette majorité et demander à ce que les décisions de la Cour soient respectées. Et là, nous sommes tout droit dans le mur en ce qui concerne la cohérence de la gestion des institutions, le fonctionnement des institutions. Si nous installons une crise institutionnelle, vos réformes iront où? Où est-ce que vous allez mettre les réformes? Donc, le climat de confiance qui doit exister entre institutions, ce climat est dégradé totalement aujourd'hui. Et le climat de confiance qui doit exister entre les citoyens et les institutions est totalement débridé. Et c'est ça le véritable résultat des 2 ans de gestion. Ça, sur le plan politique. C'est ce que nous disons. Et ça, c'est des faits réels. C'est des faits réels. Et quand nous parlons des faits, nous parlons de la déstructuration de l'État à partir du fait que la confiance a disparu. C'est pas moi qui ai dit au ministre Candide Azanaï de démissionner. Il a démissionné. Ça montre en fait le dysfonctionnement politique à la tête de l'État. Puisque c'est un soutien du chef de l'État qui est parti, donc c'est un dysfonctionnement à la tête de l'État. Donc c'est pourquoi nous posons les problèmes politiques qui n'ont pas pu trouver solution au moment des 2 ans. En parlant de chiffres, et non sur le plan
économiques qui ont d'impact énorme sur le plan économique. Parce que quand tu n'as pas un soutien politique, un soutien populaire sur tes réformes, alors sur le plan économique, tu as d'énormes problèmes. C'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas donner des chiffres réels. Quand ils me parlent de 900 milliards... En parlant des chiffres, justement, il y a eu quand même le ministre Aboulaye Biotchane qui a donné une conférence de presse la semaine dernière qui a affirmé que 63 244 emplois ont été créés en 2017 et selon les statistiques du premier trimestre de l'année 2018, 49 243 emplois sont déjà créés. Donc, il y a des chiffres qui sont donnés. Ils ont parlé de 500 000 emplois. Nous sommes d'accord. En 5 ans. En 5 ans, oui. Bon, donc, faisons la différence et vous allez voir si ne veut pas dire qu'il faut créer 100 000 francs par an. Attendez. Attendez. Je fais même le petit calcul d'un élève de CI, de faites divisé par 5 ans et voyez si l'objectif a été atteint. Dites au ministre Biotchane, nous avons vu les emplois qu'il a créés. C'est les taxis. Les emplois réels où il est venu parler, ces taxis. Entre 12 et 14 millions investis sur un seul individu. Et après 4 ans, finira par être chauffeur d'un véhicule amorti. C'est ça l'emploi qu'il a créé. C'est ce qui est visible, les taxis. Il a dit, c'est l'emploi qu'il a créé ça. Donc, son système, les Béninois ont vu, vous voyez, les Béninois se sont moqués de lui. Parce qu'il se moque pratiquement du peuple. Ce qu'il a créé, on a vu, c'est 12 à 14 millions sur un Béninois, un citoyen béninois, investi sur un citoyen béninois, et qui aboutit en 4 ans, chauffeur et un véhicule amorti. C'est ce qu'il a créé ça. Donc, il n'a qu'à s'occuper de ça, nous dire là où il en est avec ses taxis, que de venir nous donner des chiffres qui n'ont rien à voir avec la réalité. Parce que si ces chiffres, attendez, si ces chiffres vont marcher, dites au ministre Biotchane qui est du plan, puisque c'est son secteur, de nous dire là où on en est aujourd'hui pour les investissements publics. Parce que si vous faites un investissement, vous avez une croissance. Vous avez la croissance. Vous investissez dans un secteur pour créer l'emploi. Vous allez investir dans un secteur. Et vous voulez investir. Vous allez dire le taux. L'investissement privé est à quel niveau? Quand notre port se trouve dans cet état, dites là où se trouve, là où il a trouvé. Donc, et qu'ils nous disent comment les emplois ont été créés. Et faire le point maintenant des emplois qui ont été détruits dans les sociétés. Gros a fermé. Vous savez combien de Béninois n'ont plus d'emploi? Les sociétés qui ont été privatisées, fermées, vous savez combien de Béninois n'ont plus d'emploi? Vous n'écoutez pas les syndicalistes. Donc, il n'a qu'à faire la comparaison entre ce qui a été détruit et ce qui sont en train de soi-disant créer et qui ne sont pas perceptibles. Donc, c'est ça ce qui est clair. Il n'a qu'à détailler. Il est au ministère du Plan. Ce qui concerne pour lui, c'est de nous donner les agrégats macroéconomiques pour que nous puissions analyser et lui dire convenablement là où on en est. Je constate que vous ne voulez pas venir sur le plan économique. Sur le plan économique, on va venir. Non, vous allez venir. Parce que si vous ne venez pas sur le plan économique, vous n'allez pas voir le dysfonctionnement que le chaos politique a créé sur le plan économique et nous allons parler convenablement des projets dont il parle. Ne vous en faites pas, monsieur Regossa. Nous allons revenir sur le plan économique. En réalité, ces projets dont il parle, ils n'en savent pratiquement rien. Et ce qui l'impacte sur la population, les gens se le savent. Aujourd'hui, les Béninois apprécient, mon cher ami. Ils apprécient et ils savent là où vous en êtes et ils savent que 2 ans après, moi je ne veux pas parler de 3 ans, 2 ans après, ce qui en a été. Personne n'est contre alors la réussite du président. La présence d'une opposition dans un système est importante. On allait vous inviter seul. Et vous allez parler 2 heures, 3 heures de temps. Celui qui serait en train d'écouter la radio va l'arrêter. Parce qu'il n'a aucun autre témoin pouvant apprécier si ce que vous êtes en train de dire est vrai ou faux. D'où l'importance d'une opposition. L'opposition, c'est dans le processus normal du développement d'un pays. Structurellement, dans un pays, si vous n'avez pas une opposition, ce n'est pas vrai, ça ne marchera pas. Parce que vous pouvez alors inviter 3 ou 4 membres du gouvernement, ils feront le monologue ici, mais je suis sûr que si vous faites l'audimat, ça sera en train de chuter progressivement quand vous serez en train d'évoluer dans le débat. Mais si vous suivez, comme nous sommes en train de le faire, en disant chacun son point de vue, le peuple apprécie. C'est ça le rôle de l'opposition. Mais c'est ce que vous ne voulez pas entendre. Quelqu'un s'oppose, vous prenez pour un ennemi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut être plutôt audacieux aujourd'hui, courageux, plutôt ici, pour pouvoir vous dire ce qui en est. Parce que tout le monde, vous avez installé un système de psychose
nationale pour empêcher l'expression libre. Ouais, et c'est ce que je veux vous dire pour vous dire simplement que nous, aujourd'hui, l'audace n'est pas à la tête de l'État. L'audace, plutôt, c'est au niveau de l'opposition. Alors, je vais demander justement à M. Auguste Gwestion-Villegras si effectivement le gouvernement va atteindre les 500 000 emplois pendant les 5 ans qui viennent. Nous atteindrons les 500 000 emplois. Bon, vous m'obligez à venir là avant de revenir un peu en arrière. Vous savez, tout programme, même personnel, lorsque vous voulez coudre un habit, il faut aller acheter le tissu, aller chez le tailleur, payer le tailleur, il va prendre un temps pour faire la coupe, etc. coudre. Mais nous avons un programme en marche. Le numérique va générer des milliers d'emplois. Les grands travaux, les grands chantiers, nous avons des réformes dans tous les secteurs qui vont générer des emplois impossibles. Nous y reviendrons lorsque nous serons sur chaque pan. Nous allons détailler point par point la mise en œuvre, l'étape actuelle des programmes du gouvernement. Mais je reviens un peu sur les institutions parce que c'est important, la gouvernance politique. Mais nous sommes d'accord qu'il faut une opposition, mais une opposition constructive. Pas une opposition de délation et de dilatoire. L'opposition constructive, c'est celle-là qui dit, monsieur, vous avez prévu dans le domaine de la santé, voilà ce que vous avez prévu dans votre programme. Nous vous prévoyons plutôt de faire ça, parce que c'est ça qui est bon pour notre peuple. C'est ça l'opposition constructive. Dans le domaine de l'éducation, voilà le niveau de notre éducation, sa situation. Vous dites que vous allez faire telle réforme. Nous, on dit que les réformes là vont générer telle chose négative. Voilà ce que nous proposons comme réforme pour la mise en œuvre, etc., etc. Les institutions partout au monde, que ce soit les institutions de la République, que ce soit les institutions connexes à la gouvernance, n'importe quel régime dans le monde, j'ai dit, que ce soit la première puissance du monde, les États-Unis, ou des pays semi-autocratiques comme la Chine, ou etc. et tout. Mais vous avez besoin d'institutions fortes, mais des hommes qui réagissent. Lorsque vous avez une institution à la tête de laquelle est installé un opposant qui n'a pas tellement envie que le gouvernement réussisse, mais ce responsable d'institution prendra des décisions qui freinera à chaque fois l'avancée du gouvernement. C'est pourquoi tous les pays au monde, que ce soit les pays occidentaux, les pays africains, chaque gouvernement cherche à ce que ce soit ces hommes qui soient plus ou moins à la tête des institutions. Les institutions fortes, oui, mais des hommes forts qui regardent l'intérêt général, qui regardent le résultat que le gouvernement veut atteindre et non qui regardent un peu les obédiences politiques ou les positions politiques du camp politique dont il est issu. Parce que le jeu est faussé de part et d'autre lorsque, dans l'avancée, vous savez aujourd'hui, vous regardez, nos enfants sont à la maison, grève depuis longtemps. Est-ce que, fondamentalement, c'est un problème du président Patrick Talon, bien c'est un problème pour notre peuple? Voilà, autant d'éléments. Je viens sur les réformes. Les réformes sont indispensables pour qu'une nation puisse espérer s'inscrire dans le concert des nations qui se développent. Nous avons toujours fonctionné depuis les indépendances sur la base de programmes plus ou moins aléatoires de gouvernance personnalisée par rapport au régime. Le chef de l'État dit non. Je vais faire des réformes profondes qui vont toucher le côté social et notre démocratie, l'état de droit, le secteur économique, le secteur culturel, dans l'ensemble des secteurs. Des réformes qui ne vont pas se limiter seulement à la gouvernance du président, parce que même celui qui viendra après le président Patrick Talon viendra trouver un pays totalement assaini, organisé, structuré, avec un fonctionnement cohérent. L'objectif étant de former des équipes qui font évoluer notre pays et non des régimes et des individus qui viennent pour les spolier. Donc les réformes, si vous le voulez, nous allons les détailler tout à l'heure. Les sociétés d'État devaient être réformées. Dans tous les pays, ce sont les sociétés d'État qui génèrent des revenus, des impôts à l'État pour que l'État investisse dans les secteurs sociaux vitaux et indispensables pour notre pays. Toutes nos sociétés d'État sont en faillite, surendettées. Sonapra, SBE, SONEB,
port autonome. Mais c'est incroyable. Il fallait bien faire quelque chose. Il fallait un homme d'État courageux pour dire on arrête la saignée. Comment peut-on comprendre que l'État soit obligé d'injecter de l'argent dans la SBE à chaque fois? L'État prend de son budget des impôts collectés pour réinjecter dans une société qui devait, au contraire, donner des ressources à l'État. Il faut arrêter. Le port autonome, c'est pareil. L'État port autonome. Allez-y au port de Lomé, vous allez voir comment il y a de l'afflux, de l'affluence. Mais notre père a chuté, il fallait le restructurer complètement. Le port aujourd'hui géré par les Belges, comment se fait-il qu'aujourd'hui il y a des nationaux qui puissent quand même gérer le port de Cotonou? Non, c'est ça que vous ne comprenez pas. Quand on dit gérer, c'est une délégation de gestion. Vous savez, notre pays est hyper politisé dans tous les domaines. Le port est le poumon, un des poumons économiques à part l'agriculture du pays. Il fallait enlever tout ce qui est politique dans la gestion du port autonome pour transformer le port en une véritable entreprise de développement. Et pour ça, nous avons fait appel à des expertises. Ce n'est pas une société qui sort du néant, c'est une société qui gère des ports, des grands ports internationaux. Ils vont amener leur expertise, restructurer, et à terme, ce n'est pas une privatisation. C'est juste des délégations de gestion. Donc le port de Cotonou n'est pas vendu comme le... Non, c'est des histoires. Aucune société d'État. C'est des délégations de gestion. Ça se fait partout. Monsieur Kouenou, c'est comme Radio Océan FM. Je vois que c'est pas très rentable. Alors, je vais lancer un appel d'offres pour dire, je veux recruter un gestionnaire spécialiste de la gestion des radios-télévisions et je lui délègue la gestion. Je le paye pour être gérant de la société Océan FM. C'est un contrat de 3 ans renouvelable. Au bout des 3 ans, s'il n'a pas les résultats, je le sors. C'est la même chose qui est en train d'être faite. C'est des contrats de délégation, de gestion, sur des périodes données, où les délégataires sont payés dans le contrat par rapport aux résultats qu'ils vont avoir. Bénin Télécom, SBE, port autonome, etc. Autant de fleurons qui devaient apporter des ressources pour investir dans le secteur social, mais qui sont aujourd'hui moribonds, surendettés. On ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Par rapport à la communication, j'ai dit, M. René Agossa, pour la première fois, depuis pratiquement 20 ans, l'ORTB, moi je me rappelle, j'étais de l'opposition pendant les 10 ans de Yahi, nous avons marché pour réclamer qu'on nous permette de parler à l'ORTB. Jamais l'ORTB ne peut vous permettre en tant qu'opposant de parler. Aujourd'hui, vous savez, quand il y a un débat, il y a toujours l'opposition, la mouvance. Mais nous avons libéralisé totalement les libertés d'expression, la communication est claire. L'ORTB est un organe d'État. Et lorsqu'un gouvernement vient en place, il en fait ce qu'il veut. Mais le chef de l'État a dit non, donnez la parole à tout le monde. Un média d'État, est-ce que pendant les 20 ans, vous avez vu une fois dans un média d'État autant d'ouverture politique où l'opposition comme la mouvance, quelquefois même nous sommes même minoritaires dans les débats. C'est pour vous dire que le chef de l'État est une personne, il veut le développement du Bénin. C'est pourquoi dès le début il a dit je ne veux faire que 5 ans. Il a dit, martelé, je ne veux faire que 5 ans. Il a tenté même d'inclure ça dans la révision de la Constitution. Quelqu'un qui ne veut pas se tenir au pouvoir n'a pas besoin de popularité. Il veut faire des choses où son nom va rester dans l'histoire. Et le chef de l'État est dans cette démarche. Pour le moment, je m'en arrête. Alors maintenant, sur le plan économique, M. René Agossa, on sait que le président Patrice Talon a engagé un combat, une lutte sans merci contre les mauvaises pratiques telles que la corruption, le laxisme, le laisser-aller. C'est quand même à saluer, monsieur Agossa. Et avant de revenir sur les chiffres, sur la façon dont le palais de la ménagère, d'abord la lutte contre la corruption qui est menée depuis un certain temps par le chef d'État, votre appréciation. Oui, le chef d'État doit comprendre une chose, puisqu'il a la majorité au Parlement. C'est les instruments de lutte contre la corruption qu'il faut installer. Et le premier instrument de lutte contre la corruption qui crédibilise notre État, c'est la Cour des comptes. C'est ça. La manière dont ils se sont empressés par une majorité pour mettre en place le RAVIP, ils peuvent rapidement mettre en place la Cour des comptes par le biais d'une loi et permettre de contrôler et de donner un avis crédible sur les types d'investissements que réalise le chef de l'État aujourd'hui, son gouvernement. Le fait qu'on a mis une structure privée à l'aéroport, combien ça rapporte à l'État? Est-ce que c'est une orientation positive pour le développement du pays? Le fait qu'on a mis aujourd'hui
le port dans la main des Belges, est-ce que c'est une orientation, un choix positif pour le développement du pays? Le fait que les institutions fonctionnent de cette manière, est-ce que c'est une orientation positive? Le fait que le chef de l'État a fixé des salaires pour son gouvernement, et combien ça fait? Il faut que la Cour des comptes parle et fasse un rapport sur les investissements et la manière dont le budget est géré. La crédibilité de notre budget. Est-ce que le budget est crédible? Est-ce que c'est réalisable? La Cour des comptes dira. Et c'est important. Dans quel pays? Nous sommes le seul dans le mois n'ayant pas une Cour des comptes. Donc, je veux dire que la volonté de lutter contre la corruption doit se manifester plus dans les installations des structures de lutte contre la corruption. Et pour lutter contre la corruption, je dis, il faut mettre le peuple au travail. Il faut les mettre au travail. Ça veut dire que l'administration doit être restructurée avec des process de travail renouvelés, modernisés, avec des indicateurs flexibles pouvant permettre de savoir qui travaille, qui ne travaille pas. C'est ça ce qui permet de lutter contre la corruption et les déperditions. Si vous ne modernisez pas l'administration, vous ne pouvez pas efficacement lutter contre la corruption. De notre côté, il faut fournir encore plus d'efforts. Et vous ne pouvez pas réussir une lutte contre la corruption dans un pays où tout le monde est dans un système de psychose, où les gens confondent la lutte contre la corruption à une méchanceté, à un règlement de compte. C'est ça le véritable problème. Vous pensez que la lutte il faut finir très vite. Je suis d'accord que la justice fait son travail. Mais les dossiers Métoyon et autres, il faut vite finir pour savoir ce qu'il en est réellement. Nous sommes d'accord. Il me parle du dossier de conteneurs. Je veux dire de dossier de 18 kilos de cocaïne. Il faut finir avec ces dossiers pour créer une confiance. Il faut régler les problèmes de ICC. Qui a fait? Le problème de Maria Gleta. Qui a fait? Les problèmes de danger agricole. Mais il faut régler. Et dès que vous réglez ces problèmes, vous avez une confiance du peuple qui vous couvre en ce qui concerne la décision de la lutte contre la corruption. Les efforts sont en train d'être faits. Mais il faut que ceci soit accompagné par une volonté populaire. Si vous n'avez pas un accompagnement populaire dans la lutte contre la corruption, ça ne serait que conjoncturel. Structurellement, mais qu'est-ce que l'opposition fait pour accompagner le chef de l'État? Parce qu'on parle bien sûr de l'opposition décisive. Et qu'est-ce que l'opposition fait aujourd'hui pour accompagner les actions des chefs d'État? Parce que c'est, comme le dit si bien M. Auguste Villegla, l'échec du président Président, c'est l'échec du peuple béninois. Mais écoutez, donc le fait que moi je parle aujourd'hui, je n'accompagne pas le chef de l'État. J'accompagne mieux, j'accompagne autant que lui. Parce que lui, il apprécie positivement ce que le chef de l'État fait. Moi, j'apprécie à ma manière, en tant qu'opposant, ce que le chef de l'État, en mettant la censure, les insuffisances, et en donnant, bien sûr, des orientations. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut installer la Cour des comptes. Je vous ai dit qu'il faut mettre en place les processus au niveau de nos administrations. Et qu'il faut mettre en place ce que nous appelons le tableau de bord, et que les gens sachent les indicateurs pouvant permettre de indiquer celui qui a travaillé, celui qui n'a pas travaillé. Je vous ai dit ça. Et je vous ai dit qu'il faut la confiance. Il faut régler certains problèmes pour que la confiance soit instaurée. Mais je suis en train d'aider le chef de l'État. Je suis en train d'apporter à mon pays pour que ça soit bien fait. Donc c'est ça. Et sur le plan économique, comme vous êtes en train de le dire, l'impact est quoi? Comme nous avons ce problème de manque de confiance, il y a un impact sur le dialogue entre le privé et le public. Parce que tout le monde sait que pour créer l'emploi, pour dynamiser aujourd'hui, il faut ce partenariat entre public et privé. Mais voilà que le président du patronat et le chef de l'État presque ne se saluent pas. Voilà un problème. Ce n'est pas moi qui le dis. Le président du patronat, qui plus est un partenaire politique du chef de l'État, sont presque dos à dos. Conséquence, la directrice du FMI est venue dans ce pays. Est-ce qu'elle a pu rencontrer le patronat? Pour rencontrer le secteur privé, elle a été rencontrer la Chambre de commerce, qui est l'appendice du ministère du Commerce. Ça veut dire qu'il y a un problème de confiance, un problème qui crée de la lourdeur en ce qui concerne les rapports entre le secteur privé et le secteur public. Et quand vous n'avez pas un bon attelage entre le secteur public et le secteur privé, ça veut dire que
nous avons un véritable problème en ce qui concerne l'investissement public, puisque l'investissement privé. Parce que l'investissement public doit être reçu et clair par partie des impôts payés et de la création de la richesse au niveau du secteur privé. Or, vous savez très bien que plus de 25% des activités sur le Nigeria, 25% des activités sur le Nigeria apportent au niveau, je vais dire, les activités plutôt sur le Nigeria apportent 25% à notre PIB. À notre PIB. Or, les grands éléments qui importent, qui réexportent sur le Nigeria aujourd'hui, c'est fait que ça soit encore le président d'avant, mais qui subit un redressement fiscal, où la période de son redressement fiscal, il a payé près de 80 milliards, allez vous renseigner, 80 milliards de francs CFA. Sur les 135 milliards? Non! C'est qu'il a déjà payé dans la caisse de l'État, avant le redressement, 80 milliards de francs CFA. Avant le redressement. Avant le redressement. Donc, il ne faut plus utiliser ces outils de découragement d'investissement, découragement de création de richesses, que sont le redressement fiscal dénoncé dans tout pays. Il ne faut plus les utiliser aujourd'hui dans le système politique et le développement de notre pays. Nous condamnons ça pour dire que ça n'a pas son sens. Donc, aujourd'hui, sur le plan économique, quand vous êtes en train de perdre déjà sur le Nigeria, qui apporte 25% du PIB, alors comment vous pouvez avoir un budget crédible? Vous avez négligé le Nigeria. Donc, et nous sommes en face aujourd'hui d'une situation où l'administration même ne fonctionne pas. Le manque de confiance a fait que toute l'administration, le dialogue entre les syndicats et le gouvernement a connu encore un problème, surtout sur la base du manque de confiance toujours. Parce que s'il y avait la confiance, le débat serait mené. On ne croit plus du tout en ce que dit le gouvernement, d'autant plus que les autres se disent que le gouvernement prend la grosse partie et eux ne prennent rien. Donc, si nous n'avons pas réglé certains problèmes, nous ne pouvons pas aller loin sur le plan économique. Et sur le plan économique, il faut que nous dégageons clairement une croissance forte. Une croissance qui doit s'accélérer pour permettre à ce que les 3,2% de poussée démographique que nous avons par an soient couverts. Parce que l'effort que nous fournissons sur le plan économique est alterné totalement par la croissance démographique qui est à 3,2%. Et si vous avez cette croissance démographique où des jeunes n'ont pas d'emploi, les jeunes qui n'ont pas d'activité sont dans le pays et qui doivent être les bras valides de la croissance, de la création de la richesse, alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de conduire le pays vers une situation compliquée. Donc, du coup, conséquence, sur le plan économique, il n'y a pas d'activité, la circulation de la monnaie existe, mais la circulation verticale de la monnaie est en panne. La circulation horizontale de la monnaie existe, mon cher ami. D'autant plus que les riches arrivent à se passer la monnaie, les structures riches arrivent à le faire, ceux qui ont les moyens arrivent à le faire, mais ceux qui n'ont pas les moyens et qui sont dans la production à la base sont déconnectés du système. D'où nous avons des gens qui se plaignent, on dit que ça ne va pas. On a détruit totalement ce que j'appelle l'économie à la base. Notre système d'échange à la base a été détruit par les casses anarchiques qui ont été faites par le préfet. Parce que dans tout le pays, c'est pas seulement Cotonou, dans tout le pays, je veux dire que le programme qui a été prévu, a-t-il besoin qu'on détruise systématiquement notre système économique d'échange à la base? Du coup, nous sommes dans un système où nous n'avons plus une consommation à la base régulée par un système macroéconomique et nous avons un véritable problème en ce qui concerne la collecte des ressources. Voilà. Aujourd'hui, il est clair que nous constatons que le financement, la collecte des ressources a des problèmes. Le ministre des Finances est venu dire, pour dire aujourd'hui qu'ils sont en train de chercher une annotation sur notre pays pour qu'on puisse avoir accès, bien sûr, au financement sur le plan international. C'est clair que notre pays a des problèmes. Et quand vous vendez la dette, quand vous faites une dette pour payer une autre dette, vous avez une dette et vous voulez créer une dette pour payer une dette, ça montre le niveau de difficulté que nous avons dans notre pays en ce qui concerne le plan économique. Nous avons un budget très peu crédible, qui n'est pas exécuté, qui n'est pas exécutoire parce que nous avons des problèmes de ressources. Aujourd'hui, le port a des problèmes.
Le port a des problèmes, vous avez constaté. Dans tous les secteurs, il y a des problèmes. Parce que simplement, il y a manque de confiance. Qui viendra investir dans le pays quand vous êtes en difficulté avec le patronat? Quand vous êtes en difficulté avec tout le monde dans le pays? Ce n'est pas normal. Quand les syndicats sont en grève et que vous abordez des élections maintenant, qui viendra investir dans le pays? Mon cher ami, si nous n'avons pas de compétences à gérer notre pays et que nous devons déléguer le pouvoir et que tous les Béninois sont négatifs comme vous êtes en train de dire et que nous sommes tous mauvais, le président de la République n'a qu'à laisser alors son siège à un étranger. Ouais. C'est un Béninois, lui. Donc, ça veut dire que nous avons des Béninois pour pouvoir gérer. Si nous n'avons pas de Béninois pour gérer, et qu'on parle que du port, et qu'il n'y a que des Belges aujourd'hui pour gérer notre port, et on dit que le port est chose, alors demandons à notre pays, demandons à notre pays, au président lui-même, de laisser son siège à un étranger pour qu'on puisse nous gérer. Nous avons des compétences pour gérer notre pays. Merci. Le ministre de l'économie, comme on l'a si bien dit, M. Irina Gossa, des Finances et a mandaté effectivement la société de gestion et d'intermédiation SGI Bénin de rechercher des investissements potentiels pouvant racheter donc la dette intérieure bancaire du Bénin d'un montant de 350 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, est-ce qu'on a, beaucoup de gens se posent la question, c'est la polémique enflamme, il faut le reconnaître. Pourquoi une telle action du ministre des Finances? Est-ce effectivement le pays est endetté? Non, mais c'est aussi simple. C'est vrai que je reconnais juste une chose, un défaut chez nous. Le nouveau départ, le gouvernement du nouveau départ, ou dit de la rupture, nous n'avons pas développé une approche de communication populiste qui permette que à chaque acte, on aille expliquer partout, dans les champs, partout pour donner tous les détails. En fait, c'est une opération ordinaire. Les 350 milliards, c'est une dette qui était là, depuis, ce n'est pas contracté maintenant. Alors, qu'est-ce que l'État dit? Bon, au lieu que moi, je n'utilise mes ressources, parce que j'ai des investissements à faire, chaque mois, je dois payer aux banques, sur le plan national, aux banques, je dois payer par exemple 10-15 milliards. Alors que j'ai besoin d'investir dans les écoles, dans les hôpitaux, j'ai un programme d'investissement public accéléré à faire. Alors, je cherche un investisseur. Et deux, il y a le taux d'intérêt des banques qui était supérieur. Je cherche des investisseurs à l'extérieur pour qu'ils rachètent cette dette à un taux négocié et avec un différé plus long. C'est juste une restructuration. Tout le monde le fait personnellement, un État, n'importe qui. C'est une opération ordinaire. Tout à fait ordinaire. Pour un économiste, pour un gestionnaire, pour un financier, c'est rien d'autre que la restructuration de la dette. Mais ça a pris des ampleurs et des proportions qui frisent un peu. On dirait que c'est une opération. C'est le plan de la communication. Peut-être que nous n'avons pas voulu faire du populisme. Peut-être que c'est ça qui nous rattrape. Mais nous allons corriger la chose. Nous allons désormais communiquer convenablement et expliquer au peuple, point par point, l'ensemble des actions que le gouvernement, que le chef de l'État entreprend pour le bien-être des populations d'à court, moyen et long terme. Je reviens un peu sur la question du Nigeria. Vous savez, la question du Nigeria est au centre des préoccupations du gouvernement, c'est de rompre avec cette pratique d'importation et de réexportation. Le Bénin en perd. Et de ce système, lorsqu'on le maintient à terme, ça crée l'inflation, ça crée la pauvreté. Qu'est-ce que le pays gagne en termes de valeur ajoutée? Rien. Comment ne pas développer? Pourquoi ne pas développer des secteurs de production au plan national qui vont être réexportés vers le Nigeria? Voilà une des questions majeures. Aujourd'hui, nous avons dit, orientons le développement de l'élevage, mettons en place au plan national des chaînes de volailles et produisons pour exporter vers le Nigeria. Chaque fois qu'on importe, vous savez que l'État perd énormément d'argent. En fait, l'économie, il le sait très bien, est basée juste sur deux choses. C'est la balance commerciale. Vous avez une richesse qui est constituée des devises que vous avez, des devises étrangères. Si vous détenez du dollar, beaucoup d'euros, beaucoup de yens, beaucoup de dinars, vous êtes un pays fort. Chaque fois que vous importez, vous remettez aux autres votre devise et votre capacité
de financement s'affaiblit. C'est pour ça que tous les pays au monde se battent pour plutôt exporter qu'importer. Or, aujourd'hui, notre économie est une économie pratiquement de survivance. Nous importons tout. Tout. Notre tissu industriel est complètement inexistant. À part quelques usines, ça et là. Pourquoi, au lieu d'importer des milliards, des dizaines, des centaines de milliards de produits agroalimentaires, n'allons-nous pas plutôt investir massivement au plan national pour créer des chaînes industrielles qui vont créer beaucoup d'emplois et qui permettra à l'État, à ces opérateurs d'exporter vers le Nigeria, qui a 200 millions d'habitants, et de créer de la valeur ajoutée pour l'État. Voilà une des questions majeures pour lesquelles, tant qu'on ne réglera pas ce problème, le Bénin va demeurer un pays pauvre. Parce que, disons-nous, aujourd'hui on crie, on dit, bon, le président Talon, le nouveau départ, la rupture, mais sous tous les régimes, ça a été toujours pareil. Au temps de Soglo, les gens sont criés. Quand Kérékou est venu, qu'on a applaudi 2 ans après, on parlait, on criait. Yahi Boni, il a été décrié. Notre peuple est permanemment insatisfait. Il faut un homme fort pour mettre notre pays sur les rails. Si nous permettons qu'on continue à importer, réexporter vers le Nigeria, jamais nous n'allons créer assez d'emplois et les enfants de nos enfants n'auront que leurs yeux pour pleurer parce qu'ils seront permanemment en chômage. Comment nous allons créer des tissus industriels en permettant qu'on continue à exporter du tout? Nous devons produire du lait au Bénin, produire de la volaille à exporter, produire la tomate, etc. et tout. Pourquoi nous devons continuer à tout exporter alors qu'il y a des gros opérateurs économiques immensement riches qui peuvent investir dans l'industrie béninoise, créateurs de richesses, créateurs de valeur ajoutée, créateurs de ressources pour l'État et créateurs de richesses et de beaucoup d'emplois. Mais pourquoi ces opérateurs n'investissent pas massivement dans le tissu? Il sait bien que nous avons 3 secteurs qui permettent à un pays de devenir économiquement fort. Nous avons l'agriculture, mais l'agriculture d'exportation. Nous avons l'industrialisation, c'est-à-dire l'agriculture où nous transformons nos produits sur place et nous créons des chaînes d'industrie. Et nous avons le secteur tertiaire, qui est le secteur commerce, prestation de services, etc. et tout. Même à ce niveau, au niveau de la prestation des services, nous avons besoin d'affiner nous sommes un hub dans la sous-région ouest-africaine, mais nous n'en profitons pas parce que nous n'avons pas de grands cabinets qui offrent des services à l'international ou bien dans la sous-région qui puissent rapporter des ressources, etc. Donc pour nous, aujourd'hui, pour le nouveau départ, c'est de créer un nouveau cadre économique qui permette à moyen et long terme de garantir la prospérité du Bénin. C'est ça. Voilà. Donc, au niveau de la dette, il n'y a pas de problème. Le budget de l'État, je ne sais pas pourquoi M. Agossa parle de budget non autant. On a envoyé le budget au Parlement. Ça a fait l'objet de beaucoup de départs. Des parlementaires de la minorité ont voté pour le budget. La loi de finances a été votée par la minorité parlementaire, par l'opposition elle-même. L'an 2017, c'était 100% des parlementaires, 100%. Du jamais vu dans notre pays depuis les indépendances, où 100% de parlementaires votent pour un budget. La dernière loi des finances, il y a environ que 14 ou 15 députés, si ma mémoire est bonne et si je me trompe, qui ont voté contre. Sinon, même la moitié des députés de la minorité ont voté. Alors, en quoi le budget est mauvais s'il est voté par presque tout le Parlement? C'est quand même le Parlement qui représente les intérêts du peuple, s'il vous plaît. Donc, non, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Il y a un point important quand même que nous devons soulever. C'est que pour que notre pays puisse sortir de l'ornière, notre pays puisse poser les bases véritables pour son développement, quel que soit le régime et la gouvernance politique qui viendra plus tard, il faut mener des réformes courageuses dans le secteur économique, dans le secteur social. Il a parlé de la Cour des comptes. La Cour des comptes, pourquoi aucun des gouvernements jusqu'à ce jour n'a réussi à mettre en place la Cour des comptes? Parce que, comme nous sommes un peuple permanemment réfractaire au changement, permanemment opposé à tout changement majeur de nos habitudes,
alors tant qu'on n'a pas fait une réforme constitutionnelle profonde, il est difficile de créer la Cour des comptes. Mieux, d'autres ont essayé de le faire à l'intérieur de l'UEMOA, parce que c'est une directive obligatoire de l'UEMOA. D'autres ont créé la Cour des comptes, mais qui ne fonctionne pas. Ce sont des caisses vides. Je sais de quoi je parle parce que je suis dans presque tous les pays de la sous-région, de par mes activités d'enseignement. Mais ce sont des caisses vides à résonance. Parce que il n'y a pas eu véritablement des réformes profondes qui ont abouti à la création de ces cours des comptes. Et je pense que très prochainement, dans la réforme constitutionnelle qui viendra, nous aurons le temps de mettre en place quand même un certain nombre de mécanismes qui nous garantissent ces éléments sur la Cour des comptes. Les structures privées qui doivent rapporter des ressources à l'État ne sont pas des structures vendues aux étrangers. Mais c'est extraordinaire. Monsieur Agossa utilise ce téléphone. Nous produisons le téléphone. C'est des firmes étrangères. Le casque que nous avons là, nous sommes dans un studio dont l'équipement à 90% vient de l'extérieur. Nous n'en produisons rien. Nous disons, bon, alors, au lieu que nous continuions tout le temps à acheter, nous allons amener des gens qui ont l'expertise, mais ils vont nous apprendre à produire. En produisant, ils vont nous apprendre à produire. En amenant le port d'Anvers à gérer le port de Cotonou. Mais les milliers de cadres qui sont au port vont apprendre la méthode, l'expertise. Ça va être la même chose pour la SBE qui va aller en délégation de gestion. Nous avons la Société de patrimoine des eaux qui va aussi aller en délégation de gestion. Nous disons que la rigueur de gestion. Monsieur Agossa en face de moi a été un gestionnaire d'entreprise, d'une entreprise qui s'appelle la Sonacop. Au Niger, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. Les sociétés pétrolières apportent en termes d'argent frais à l'État au bas mot 200 à 300 milliards chaque année. Les éléments sont là, dans les sociétés. M. Agossa a été directeur général de la Sonacop. Demandez-lui combien la Sonacop verse à l'État. C'est une structure hyper endettée, moribonde, bourrée de tous les problèmes. Comment peut-on continuer à laisser des structures qui doivent apporter de l'argent pour construire des écoles, construire des hôpitaux, améliorer les conditions de vie des populations, les laisser dans les mains de politiques qui les spolient complètement et qui rendent ces structures complètement inefficaces? Voilà autant de questions dont nous avons dit il faut structurer nos entreprises publiques en faisant des délégations qui permettent d'avoir une gestion rigoureuse. Le chef de l'État vient du privé, il a toujours une méthode de résultat axée, enfin de gestion axée sur le résultat. Et c'est un homme rigoureux qui a des objectifs et nous allons les atteindre. Alors, monsieur Irénée Agossa, voilà donc les différentes préoccupations. Monsieur Daniel qui parle, monsieur, donc, de la désignation des représentants de Kostlepi, massacre des Bénins au Togo, à quand l'installation des représentants de Kostlepi, avec quelle liste ils ont, je pense, au niveau des législatives ou des élections présidentielles, ou c'est pas. On dit aussi que vous êtes là, vous êtes en train d'activer, ou bien vous êtes dans quel état vous avez laissé la Sonacop et également faites une opposition concrète, une opposition responsable. Voilà, on a beaucoup plus indécis. Oui, ben je crois que je vais rapidement aborder le problème du Nigeria, oui. Parce que la question est beaucoup liée au Nigeria, parce que je vais dire simplement à mon ami que le Nigeria est comme exactement les États-Unis sont pour le Canada. Le Canada ne peut pas vivre sans les États-Unis. Vous ne pouvez pas voir le Mexique évoluer sans les États-Unis. Nous ne devons pas répondre aux questions. Il ne reste que 10 minutes. La question. Je réagis rapidement pour vous dire que la question du Nigeria est capitale. Et demandez à M. Sativi, qui produit des œufs, pourquoi il a des problèmes. Non. C'est un débat. Dimanche prochain, nous allons parler économie véritable et développement d'un pays. Non, c'est pas une question de méconnaissance, c'est une question de programme de développement. C'est une question de programme de développement. Je conclue. Après son intervention, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'a pas de résultat. Parce qu'on va dire
ça encore. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a que des propos. Répondez aux questions. Les questions. Corse-Lépi, quand est-ce qu'on va installer? Il n'a qu'à demander à la majorité. C'est sa question. Je vais répondre. C'est eux qui vont dire quand est-ce qu'ils vont se... Puis c'est eux qui ont bloqué l'installation de Corse-Lépi. C'est qu'eux qui violent la Constitution en n'installant pas sur la base des instructions même de la Cour constitutionnelle. Donc, au Togo, ce qui se passe, c'est une question de la sécurité et de la souveraineté de notre pays qui doit être gérée par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur, et qui doit prendre contact avec son collègue du Togo, ses collègues du Togo, pour pouvoir comprendre ce qui se passe réellement sur la base des preuves réelles, et que les Béninois, même s'ils ont commis des actes, doivent être jugés chez nous et doivent être traités comme des humains. C'est tout à fait normal. Je ne me base pas sur les chiffres, les images des réseaux sociaux. Je veux savoir que c'est une réalité et que les ministres interviennent. Alors, dans quel état avez-vous laissé la Sonacop activité de là, c'est le paillon. C'est ça ce que je veux dire. Il a dit que les ministres et les sociétés rapportent 200 milliards, 300 milliards. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais donnez-moi un seul pays où on vend l'essence dans la rue, comme chez nous. Donnez-moi un seul pays. Là où on paie les 200, 300 milliards. Donnez-moi un seul pays. Vous n'en aurez pas. Vous savez combien l'État paie? Et c'est là la solution. L'État paye plus de 300 francs CFA sur 1 litre dans notre pays avec le paillon. Le paillon se retrouve aujourd'hui avec quoi? Nous sommes avec 10 millions de litres entre essence et gasoil. Sans le jet, nous sommes à un moyen de 10 millions. Mais vous avez été directeur général. Fallait trouver les moyens pour endiguer. Non, il fallait trouver les moyens pour endiguer. Laissez-moi parler. Je vous ai dit, nous avons 300 francs CFA multiplié par 10 millions. Nous avons 3 milliards par jour que l'État paie. Et vous êtes une structure de réforme depuis 2 ans. Vous avez arrêté un trafiquant, Oloye, qui est en prison. Mais vous laissez d'autres qui créent des partis pour vous soutenir. Écoutez, je veux dire que si nous faisons une réforme au niveau de l'hydrocarbure, nous aurons en moyenne par jour 1,5 milliard. 1,5 milliard. Ce qui permet de régler le problème des enseignants, ce qui permet de régler un problème de ressources et d'aborder aucun État de l'UEMOA. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? La question, c'est de savoir pourquoi vous ne l'avez pas fait. Je vais dire simplement ceci. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Supposons que nous, on ne l'a pas fait. Oui. Mais vous êtes là depuis 2 ans, demandez au directeur général de la Sonacop. Puis c'est vous qui avez les reins maintenant. Voilà. Tu dis pourquoi tu veux parler nous sommes. Mais dis pourquoi c'est la réforme. Tu n'as pas fait en 2 ans. En 2 ans, tu n'as pas fait. Ça veut dire simplement que tu ne connaissais pas le pays. Si tu connaissais ce défaut, dès que tu viens, là où tu paies 1,5 milliard par jour, tu l'as laissé. Et tu es en train de courir vers des ministres. Monsieur Desdravo, tu es en train de faire 1,5 milliard par jour dans un secteur. Tu les laisses. Monsieur, et moi, je lui dis, je dis simplement, et puis si nous sommes tenus par le temps, franchement, parce que là, ils ne connaissaient pas le pays. Les véritables problèmes de réforme, ils vont le faire, mais ils ne connaissent pas les réformes. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Puisqu'il y a ma collègue qui doit faire le point. Oui, alors, donc, c'est dommage, monsieur René nous a pas apporté autant d'éclairage sur la Sonacop que tout le monde connaît l'état de lambeau dans lequel on l'a laissé. La Sonacop est en pleine réforme. Vous allez voir l'ensemble des décisions qui seront prises et comment ce fleuron va désormais rapporter beaucoup d'argent à l'État. Bravo. Ils ont pris note, les auditeurs. Oui, donc alors par rapport au massacre de nos frères, mettons que je rejoins à ce que dit mon frère Agossa, nous attendons le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, les autorités en charge de la sécurité sont en contact pour voir, et notre souveraineté ne sera pas foulée aux pieds par un pays frère et voisin. Je pense que les questions vont être réglées, et s'il y a des mal-donnes, des réparations seront exigées par rapport à ça. Quand l'installation du COS-Lépi, le COS-Lépi, les parlementaires ont la lourde tâche de conduire le processus électoral. Et je pense que le président du Parlement, comme les députés de la minorité, ont dit qu'il y a un processus en cours pour voir comment respecter la loi, parce qu'il y a des mécanismes pour aboutir à ça, et que la loi dit c'est 6 mois avant
les élections et qu'ils veulent rester dans la fourchette des 6 mois avant. Donc en juillet, le COSLEPI doit être installé. Bien avant, si ma mémoire est bonne. Je ne suis pas parlementaire. Dans la rue pour les je ne suis pas parlementaire, je l'ai dit. Donc voilà un peu au niveau du... il y avait quand même un point important. Vous devez répondre à l'affaire cocaïne puisque c'est vous qui êtes au pouvoir. Non, mais l'affaire cocaïne, non, mais c'est une affaire judiciaire. On en a parlé. Merci beaucoup, hein. Spécial cas étape, donc, à l'occasion, donc, des 2 ans de gouvernance du président Patrice Talon s'achève. Était en studio, monsieur Auguste Villégra, président du parti, le Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision. Et puis, monsieur Irénée Agossa, président du parti Le Nationaliste. Et merci à Iban FM de Paraco qui était en synchronisation avec la direction partenaire Gomez. Ici à Cotonou, eh bien, la mise en onde et les manipulations techniques sont assurées par Roch Bouton Redo à la caméra de Océan Télévision Web. C'est Semiet Yessoufo. La rédaction centrale de Océan FM était représentée par, eh bien, Chrisbel Moncho. Et puis le quotidien, le matinal par Léonce Adjevi. Moi, c'est Hospice Rue des Travaux. Je vous retrouve dimanche prochain avec le même plaisir. Retrouvez cette émission si vous ne prenez l'écoute sur www.radio-océanbj.com. Salut chez vous.